En 1992, une jeune mère est abattue devant ses enfants. Les policiers se questionnent, mais ne trouvent aucune réponse à leurs interrogations. Jusqu'à ce que les membres de la famille finissent par leur fournir un indice troublant. Les policiers de l'État devront faire appel au service des agents fédéraux pour démêler un tissu de mensonges fait d'argent, de drogue et de meurtres, et ainsi découvrir l'identité des auteurs de ce crime atroce. Le 29 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie, c'était le retour à la maison après le congé de l'Action de grâce. Sarah Tokars, 39 ans, et ses deux enfants avaient passé le week-end avec ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, était parti de son côté en voyage d'affaires. Après 9 heures de route, la famille arriva sans encombre à sa maison de Marietta, en banlieue d'Atlanta. La maison était dans l'obscurité quand Sarah se gara dans l'entrée. Mais elle n'était pas vide. Sarah n'eut pas le temps de voir l'homme qui l'attendait dans l'ombre du garage. Il brandit une arme à feu et la força à remonter à bord de son Jeep. Elle était terrifiée. Elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir à l'homme. Celui-ci lui braqua son arme à la nuque et l'obligea à rouler en direction de la ville. Elle obéit à ses ordres. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier désert où il lui ordonna de couper le moteur. Elle refusa. Elle le supplia de laisser ses enfants partir. Pour toute réponse, il lui tira dans la tête. Il saisit ensuite son sac à main et s'enfuit pendant que les enfants étaient toujours à bord et que le véhicule roulait toujours. Quand le véhicule s'arrêta, le fils de 6 ans de Sarah dut s'allonger sur le corps de sa mère pour couper le contact. Ensuite, il détacha la ceinture de son frère de 4 ans et ils coururent ensemble vers la maison la plus proche. On appela le service d'urgence. La police de Cobb County dépêcha des agents sans perdre une minute. Des enquêteurs arrivèrent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersaient dans le secteur pour tenter de retrouver l'homme armé. Les policiers transmirent aux enquêteurs les informations recueillies. Les 2 garçons témoins de la fusillade avaient identifié la victime comme étant leur mère, Sarah Tokars. Leur père, Fred Tokars, était à l'extérieur de la ville. Les policiers tentaient déjà d'entrer en communication avec lui. Des experts légistes examinèrent le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté. Il pouvait y avoir des indices à l'intérieur et tout autour. Une analyse confirma les déclarations des enfants. Le tireur était assis directement derrière Sarah Tokars lorsqu'il avait appuyé sur la détente. La façon dont les éclaboussures de sang s'étaient dispersées indiquait que le tireur avait utilisé un fusil de chasse. Les détectives savaient bien qu'il serait difficile d'obtenir des informations détaillées d'enfants aussi jeunes, surtout après qu'ils aient vécu une expérience aussi traumatisante. Le plus vieux des deux, âgé de 6 ans, fit de son mieux.
Il déclara que le meurtrier était un homme de race noire qui portait des jeans, un sweatshirt et un bonnet. Il ne peut fournir d'autres informations. Il ignorait de quel côté le meurtrier était parti après s'être emparé du sac à main de sa mère, mais il déclara que son arme ressemblait à un fusil de pirate, comme on en voyait à la télévision. Ne sachant trop ce que l'enfant voulait dire par là, les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Ils confièrent les enfants à des membres de leur famille qui vivaient dans le secteur, le temps que leur père rentre et puisse s'en occuper. Les détectives avaient obtenu l'adresse de la famille à partir du numéro des plaques d'immatriculation. Ils poursuivirent leur enquête à la maison des Tokars, où tout avait commencé. Dans le salon, ils trouvèrent par terre la tige qui aurait normalement dû bloquer la porte coulissante. C'est par cette porte que le meurtrier était sans doute entré. Le système d'alarme n'avait pas été mis en fonction. Ainsi, aucune alerte ne s'était déclenchée quand l'homme était entré. Peut-être était-il un voleur qui profitait de la négligence des propriétaires. Peut-être aussi avait-il été surpris par Sarah qui revenait à la maison. De toute façon, il n'avait laissé aucun indice derrière lui. Il n'y avait pas là de piste à suivre, selon le détective en chef Arthur Allred de la police de Cobb County. À ce point de l'enquête, nous ignorions ce qui s'était produit. Pourquoi c'était arrivé dans ce quartier de classe moyenne? Un crime impliquant une mère et ses deux enfants, ça n'arrive pas dans un tel secteur. Le plus vieux des fils de Sarah aida un dessinateur judiciaire à dresser le portrait du meurtrier en le lui décrivant. On fit diffuser le portrait d'un homme noir, mince et portant un bonnet. Malheureusement, la description de l'enfant était trop vague pour susciter une piste. On finit par rejoindre le mari de la victime à un motel à Montgomery, en Alabama. Il revint immédiatement à Atlanta. Cet avocat au criminel était conscient du fait qu'on en ferait un suspect dès le départ. Il rencontra d'ailleurs les autorités en présence de son avocat. Rapidement, on put valider son alibi, l'éliminer de la liste des suspects et suivre d'autres pistes plus intéressantes. Ainsi donc, Fred Tokars se trouvait en Alabama au moment du meurtre. Il était allé y rencontrer un client incarcéré à la prison de Montgomery. Ce mari, éploré par la perte de sa femme, assura à la police que sa relation avec Sarah était solide. Tokars était prêt à tout pour aider la police à retrouver le meurtrier. Il fallait maintenant espérer que le rapport du coroner apporterait des réponses. Les médecins légistes confirmèrent le fait que Sarah Tokars avait été tuée à l'aide d'un fusil de chasse. C'était le genre d'arme qui, tronçonné, pouvait faire penser à un fusil à silex de pirate du XVIIe siècle pour un enfant. On ne retrouva que de la bourre de plastique et de gros plombs dans le Jeep. Comme aucune douille n'avait été éjectée, il serait impossible de procéder à des analyses comparatives advenant qu'on trouve une arme suspecte. De plus, les experts n'avaient découvert ni cheveux de source inconnue, ni fibres ou empreintes digitales sur le corps et les vêtements de la victime. Le tueur anonyme n'avait rien laissé qui aurait aidé les enquêteurs à trouver son identité. Comme beaucoup d'autres membres de la communauté d'Atlanta, l'ancien assistant du procureur Buddy Parker fut stupéfait par ce meurtre. Ce matin-là, on a discuté de ce meurtre dont tout le monde parlait. Il s'agissait de la femme de Fred Tokars, une personnalité bien connue du monde juridique, puisqu'il avait été l'assistant du procureur du district de Fulton County.
Je connaissais bien ce Fred Tokars. Je savais le rôle qu'il jouait en tant qu'avocat de la défense, notamment dans une affaire dont nous nous occupions à ce moment-là, impliquant un vendeur de stupéfiants. L'exercice de sa profession d'avocat de la défense aux criminels avait mis Fred Tokars en relation avec plusieurs hommes accusés de divers crimes reliés aux stupéfiants. Un meurtre comme celui de Sarah Tokars n'avait sûrement pas de mobile simple ou évident. Il ne serait pas facile de venir à bout de cette affaire. Le lendemain, deux femmes se rendirent au poste de police de Cobb County. La sœur et la cousine de Sarah Tokars voulaient montrer un dossier aux détectives. Sarah l'avait remis à sa sœur 3 ans plus tôt. Elle lui avait alors dit de le transmettre immédiatement à la police s'il venait à lui arriver un malheur. Le dossier contenait une copie des relevés bancaires de son mari. Les deux femmes croyaient que ces documents avaient peut-être quelque chose à voir avec la tentative de Sarah d'obtenir le divorce de Fred. Contrairement à ce que Fred Tokars avait laissé croire aux policiers, son mariage n'était pas très solide. Sarah désirait divorcer, mais dès qu'elle abordait le sujet, il la menaçait de se servir de ses relations dans le monde de la justice pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Sarah était prise au piège. Pour obtenir le divorce tout en conservant la garde de ses enfants, elle devait trouver une arme de dissuasion. Après une altercation avec son mari, elle avait secrètement copié certains des documents de Fred et les avait remis à sa sœur. Elle croyait que ces relevés prouvaient qu'il était impliqué dans des activités illégales. Si c'était le cas, c'était effectivement pour elle la seule façon de parvenir à ses fins en cours. Les enquêteurs examinèrent soigneusement le dossier. Peut-être leur permettrait-il de savoir si le meurtre de Sarah Tokars était le résultat d'un complot méticuleusement préparé. Les détectives de Cobb County appelèrent le bureau du FBI d'Atlanta pour leur demander de l'aide. Michael Twible se pencha sur l'affaire, résolu à déterminer si les relevés bancaires de Fred Tokars pouvaient être reliés au meurtre de quelque façon. La sœur et la cousine de Sarah avaient fourni les documents aux autorités de Cobb County, qui à leur tour sont entrés en contact avec nous. Ces documents démontraient que Fred Tokars s'était ouvert des comptes bancaires à l'étranger et qu'il avait mis sur pied des sociétés offshore. Il faudrait un peu de temps à l'agent Twible et ses collègues pour mettre la main sur les noms et les situations financières des personnes ou des sociétés qui pouvaient avoir un lien avec la mort de Sarah Tokars. Le 3 décembre 1997, soit 4 jours après le meurtre, on mit Sarah Tokars en terre. Ses 2 enfants venaient de perdre leur mère à jamais. Les enquêteurs ne disposaient toujours d'aucune piste solide quant à l'identité du meurtrier. L'homme qui avait abattu cette jeune mère courait toujours. Tout juste après l'action de grâce 1997, le FBI et les enquêteurs de la police locale poursuivaient leurs recherches pour retrouver le tireur qui avait tué, en présence de ses 2 jeunes enfants, Sarah Tokars, la femme d'un avocat réputé d'Atlanta. Le garçon de 6 ans avait fourni une vague description du suspect à la police de Cobb County en Géorgie, mais les enquêteurs ne disposaient toujours pas de pistes solides. On avait envoyé des copies des relevés bancaires du mari de la victime au bureau du FBI d'Atlanta pour les faire examiner. L'agent spécial Michael Twible espérait que son travail lui permettrait d'établir si ces documents étaient reliés au meurtre de Sarah Tokars. L'analyse des documents nous a permis de constater que M. Tokars possédait des comptes bancaires offshore et qu'il avait mis sur pied des sociétés non seulement aux îles Turks et Caïcos, mais aussi à Montserrat et aux Bahamas. Ces documents montraient également qu'il avait ouvert de nombreuses sociétés prête-nom dans la région d'Atlanta, en Géorgie.
Des prête-noms, ce sont des individus qui dirigent sur papier des sociétés fictives servant à blanchir de l'argent. Même si Fred Tokars n'avait jamais été accusé de blanchiment d'argent en tant que tel, il était expert en la matière. Buddy Parker, ancien assistant du procureur aux États-Unis, savait que Tokars n'était pas seulement un avocat réputé, mais également un comptable agréé. Dans la communauté du monde de la justice d'Atlanta, tout le monde savait que Fred Tokars était un expert en blanchiment d'argent. Il avait même donné des séminaires au sein des forces policières de l'État à ce sujet. Enquêter sur les finances d'un homme aussi habile serait à coup sûr une entreprise délicate. Tokars était apprécié et il comptait d'excellentes relations parmi la haute société d'Atlanta. Il était très connu à Cobb County. Il était dans les cercles politiques, tellement qu'il avait été juge adjoint à la cour municipale et adjoint du procureur pour Fulton County. Il comptait de nombreux amis haut placés et il avait soutenu plusieurs campagnes électorales, autant à l'échelon local qu'à celui de l'État. Les enquêteurs rencontrèrent de nouveau Tokars et son avocat. Ils lui dirent qu'à leur avis, il pouvait y avoir un lien entre ses affaires et le meurtre de sa femme, et ils l'interrogèrent à propos de ses clients. Fred Tokars reconnut que sa clientèle comptait de nombreux trafiquants de drogue violents qui évoluaient dans des cercles dangereux. L'un d'eux en particulier passait pour être l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne de la région d'Atlanta. Ce trafiquant était retourné s'installer à Détroit après qu'un autre des clients de Tokars l'ait présumément forcé à se rabattre au nord. Peu de temps après, il avait été abattu devant la maison de sa mère. L'arme du crime, un pistolet trouvé ultérieurement dans une ruelle adjacente, avait été acheté dans une armurerie du nord d'Atlanta. Tokars émit l'hypothèse que les autres membres du gang de ce trafiquant, ou encore ceux-là même qui l'avaient assassiné, avaient peut-être fait tuer Sarah pour lui envoyer un message de menace à lui. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition du bureau de Tokars pour voir s'il y avait dans ses papiers quelque indice qui les conduirait au meurtrier. Ce soir-là, les agents du ministère du Revenu et des enquêteurs de la police firent une fouille approfondie du bureau. Ils confisquèrent des dossiers, des agendas et des échéanciers qui remontaient à plusieurs années. Malheureusement, on ne trouva aucun indice formel relatif au meurtre. Toutefois, dans la marge des agendas de Tokars, les agents remarquèrent des notes au sujet de ses comptes bancaires offshore. Le montant déposé dans ces comptes dépassait largement les sommes que Tokars indiquait dans sa déclaration de revenus chaque année. Fred Tokars semblait avoir fait usage de son expertise en matière de blanchiment d'argent pour son propre profit. Les autorités locales et fédérales rencontrèrent alors des représentants du bureau du procureur d'Atlanta. On soupçonnait Fred Tokars de s'adonner à beaucoup d'activités illégales en plus du blanchiment d'argent. Nous avions déjà relevé les opérations de blanchiment d'argent. Mais là, nous avons obtenu d'autres indications sur les opérations bancaires offshore. Avec ces documents en main, nous avions la conviction d'avoir assez de preuves pour ouvrir une enquête sur les opérations de Fred Tokars. Parker apprit alors qu'en août 1992, la brigade des stupéfiants avait arrêté un des clients de Tokars au cours d'un coup monté. Il s'appelait Anthony Brown. C'était, au dire de tous, un vendeur de cocaïne à Atlanta. La veille de son arrestation, des agents avaient intercepté un de ses messagers au Texas et saisi plus de 100 kilos de cocaïne. Dans le coffre de la voiture de Brown, les agents avaient trouvé 50 000 $ en liquide. Ils trouvèrent également des documents
indiquant que Fred Tokars n'était pas seulement son avocat, mais qu'il avait également été le maître d'œuvre pour l'incorporation d'une boîte de nuit d'Atlanta au nom de Brown. Au service de police, on croyait que cette boîte de nuit n'était qu'une couverture pour blanchir l'argent du trafic de stupéfiants auquel participait Brown. L'agent Jeff Dahlman de la brigade des stupéfiants avait participé au coup monté pour arrêter Brown. Parker espérait que l'affaire du trafic de stupéfiants à laquelle avait participé Dahlman les aiderait dans l'enquête sur le meurtre. Le meurtre de Mme Tokars a eu pour effet de tourner les réflecteurs sur les agissements de Fred Tokars au cours des dernières années. Et ce qui a été mis en lumière, c'est que Fred Tokars avait été en relation étroite avec plusieurs trafiquants de drogue de la région d'Atlanta. Mais jusqu'où allaient les relations de Tokars avec ces trafiquants? Les policiers interrogèrent de nouveau les voisins des Tokars pour s'assurer que rien ne leur avait échappé. Une amie proche de Sarah confirma que celle-ci voulait divorcer de son mari, mais qu'elle avait peur de lui. Peu de temps avant le meurtre, Sarah lui avait confié qu'elle avait trouvé des documents suspects dans les papiers de son mari. Selon cette voisine, Sarah croyait qu'il ne s'agissait pas simplement de relevés bancaires offshore, mais bien de preuves solides de ses activités criminelles. Une dizaine de jours avant de mourir, Sarah avait confié à son amie qu'elle en savait long sur Fred. Elle avait trouvé des documents qui démontraient qu'il fraudait le fisc. Elle avait l'intention de remettre ces informations aux autorités avant de demander le divorce. Si Sarah avait dit à son mari qu'elle disposait de ces preuves, cela pouvait l'avoir motivée à la tuer. Les enquêteurs apprirent également qu'un détective privé travaillait pour Tokars. Le détective admit que l'avocat l'avait engagé pour approcher des trafiquants de drogue et leur offrir de blanchir leur argent. Son nom figurait également avec celui de Tokars sur la liste des propriétaires d'une autre boîte de nuit d'Atlanta, selon l'agent Michael Twible. Nous avons découvert qu'il était le propriétaire d'une société. En fouillant davantage, nous avons appris qu'il était un prête-nom. Quand je dis prête-nom, je veux dire par là qu'il était la personne légalement responsable de ce club de nuit, alors qu'en fait, il n'en était rien. Fred Tokars avait pensé à tout. Selon le détective privé, Tokars courtisait les trafiquants de stupéfiants les plus connus comme Anthony Brown, des hommes qui avaient beaucoup d'argent, mais à qui il était impossible d'investir cet argent sans attirer l'attention du ministère du Revenu. Tokars étant un expert en blanchiment d'argent, il leur proposait ensuite de déposer leur fortune dans des comptes bancaires offshore ou d'investir dans des entreprises telles que des boîtes de nuit où les revenus étaient principalement en argent liquide. L'argent pouvait ensuite être réinvesti dans des institutions financières régulières. Pour blanchir de l'argent, on peut par exemple dire qu'on a payé 15 000 $ à un chanteur, alors qu'en fait, on ne lui en a donné que 5 000 en liquide. Tokars touchait des milliers de dollars à chaque transaction. Il savait pertinemment qu'il faisait affaire avec des trafiquants de stupéfiants et ce que ces derniers faisaient de leur argent. Son objectif était de mettre des sociétés sur pied, principalement des boîtes de nuit, des commerces qui faisaient des affaires avec de l'argent liquide, où il leur était facile de blanchir l'argent qu'ils gagnaient par la vente de stupéfiants. Les autorités croyaient de plus en plus que le meurtre de la femme de Fred Tokars était relié à la relation entre celui-ci et les narcotrafiquants. Mais les détails de l'affaire étaient loin d'être explicites. Plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, l'homme capable de tuer une innocente femme en présence de ses enfants était toujours au large. En décembre 1992, plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, les autorités de l'État et du fédéral n'avaient toujours pas retrouvé la trace de ce tireur isolé et ne disposaient encore d'aucun indice sur son identité.
Peu de temps avant sa fin tragique, Sarah avait trouvé des documents dans le bureau de son mari qui, selon elle, démontraient qu'il avait des activités illégales. L'ex-procureur Buddy Parker croyait que Sarah avait menacé son mari de le dénoncer s'il refusait de lui accorder le divorce. Nous avons alors commencé à penser qu'on avait tué Sarah Tokars pour la faire taire, car on savait qu'elle détenait des informations, ou du moins qu'elle croyait en détenir sur le rôle et l'implication de son mari dans le blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Non seulement Fred Tokars représentait-il des trafiquants de drogue violents, mais en plus, il faisait affaire avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant de preuves que les clients de Tokars blanchissaient leur argent par le biais de leur boîte de nuit. Si sa femme avait menacé de le dénoncer, Tokars et ses clients avaient beaucoup à perdre. Le FBI concentra son attention sur les boîtes de nuit dont l'incorporation avait été faite grâce à l'avocat. L'agent spécial Michael Twible commença par examiner une pile de relevés à la recherche d'un nom qui relierait Tokars directement au meurtre. Nous avons examiné des relevés de société, de même que des permis d'alcool et des permis de commerce incorporés par Tokars, pour tenter de déterminer qui exactement possédait ces boîtes de nuit. Peu à peu, les agents parvinrent à comprendre la structure de ces commerces, à connaître leurs propriétaires et le montant des profits qu'ils généraient. Mais rien de tout cela n'avait permis d'identifier un suspect dans le meurtre de Sarah Tokars. Après plusieurs mois sans résultat, la police de Cobb County eut finalement un coup de chance. Un détective qui travaillait sur l'enquête reçut un tuyau de son frère, policier à Fulton County. Le policier se rappelait avoir aperçu le nom de Fred Tokars dans le dossier d'un homme d'affaires pour lequel on avait émis un mandat d'arrestation. Le nom de cet homme était Eddie Lawrence. Il était recherché parce qu'il avait tiré des faux chèques d'un des comptes bancaires de Tokars. De tous les associés et clients de Tokars, Eddie Lawrence était le seul qu'il n'ait jamais mentionné à la police. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre qu'Eddie Lawrence et Fred Tokars étaient pourtant impliqués ensemble dans diverses entreprises, notamment dans le domaine de la construction, de la rénovation et des prêts hypothécaires. Tokars avait également assuré sa défense à plusieurs reprises pour des délits mineurs. Cette piste était peut-être ténue, mais elle valait tout de même la peine d'être explorée. Grâce à Fred Tokars, Eddie Lawrence était en contact avec des personnes très influentes en ville. Eddie accompagnait Fred aux assemblées de collecte de fonds des partis politiques. Et tout d'un coup, Eddie est devenu un membre de cette haute société. Il avait des contacts avec tous ces gens-là. Il était très à l'aise lors des cocktails et autres réunions du genre. Il se mêlait à toutes les conversations. C'était la grande vie, et tout ça grâce à Fred Tokars. Quelques jours plus tard, le jeune homme d'affaires accepta d'être interrogé par la police après qu'on eut découvert qu'il avait appelé Tokars à plusieurs reprises le jour du meurtre. Eddie Lawrence déclara qu'il faisait des affaires avec l'avocat depuis plus d'1 an et que tous ses appels avec lui concernaient leur travail. Il ne savait rien du meurtre de Sarah Tokars. Comme les détectives avaient arrêté Lawrence pour un faux chèque, ils durent le remettre en liberté sous caution. Les enquêteurs voulaient voir lequel des associés de Tokars montrerait des signes de nervosité en apprenant que la police enquêtait sur Lawrence. La tactique porta fruit. Un des informateurs secrets de la police appela alors. Dans la rue, une rumeur circulait à l'effet qu'Eddie Lawrence s'était mis à la recherche d'un tueur à gages peu de temps avant le meurtre de Sarah. On disait même qu'il avait forcé l'un de ses employés à l'aider à trouver quelqu'un. La cible était une femme qui, selon lui, l'empêchait de mettre la main sur beaucoup d'argent. L'employé avait trouvé quelqu'un qui ferait le travail pour lui, Curtis Warren. Ce junkie avait une longue feuille de route qui incluait des vols à main armée.
Comme il avait toujours besoin d'argent, il serait peut-être intéressé. Même si l'informateur ne mentionna à aucun moment le nom de Fred Tokars, les enquêteurs disposaient enfin d'un lien potentiel entre celui-ci, Eddie Lawrence et le tueur à gages. Les détectives interrogèrent Eddie Lawrence de nouveau. Ils le questionnèrent sur sa relation avec Tokars. Il réaffirma qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre. Les policiers étaient persuadés du contraire. Le 16 décembre 1992, par crainte que Lawrence ne disparaisse, la police annula sa liberté sous caution et le mit en détention. Mieux valait qu'il soit derrière les barreaux lorsque les détectives se mettraient à la recherche de Curtis Rower. Ils commencèrent par obtenir le mandat de perquisition de la maison de College Park où Rower vivait, ainsi qu'un mandat d'arrestation. La plus grande prudence était de mise. Si Rower avait pu tuer une femme de sang-froid, que ferait-il s'il se sentait piégé? La femme qui ouvrit aux policiers déclara qu'elle ignorait si Rower s'y trouvait. Même si un premier coup d'œil général sur les lieux ne donna pas grand résultat, les policiers restèrent prudents. L'un d'eux entendit alors du bruit provenir d'une chambre à coucher. Curtis, you're in the bed. Let me see your hands. Il y trouva Curtis Rower. Celui-ci n'était pas armé. Rower fut emmené et accusé de meurtre. Il déclara qu'Eddie Lawrence, l'associé d'affaires de Fred Tokars, lui avait offert 5 000 $ pour tuer Sarah Tokars, mais il avait eu trop peur pour le faire. Il avait laissé Lawrence faire le travail à sa place. Rower reconnut toutefois que c'était lui qui avait enlevé la famille à bord du Jeep. Quand Sarah s'était arrêtée, dit-il, il avait été incapable d'appuyer sur la détente. C'est à ce moment qu'Eddie Lawrence était arrivé et lui avait hurlé de tirer. Lawrence s'était alors emparé du fusil et le coup était parti, tuant ainsi Sarah Tokars. Par la suite, les deux hommes s'étaient enfuis à bord de la voiture de Lawrence. Les policiers avaient l'impression que Rower minimisait son rôle dans l'affaire, mais le seul témoin qui pouvait réfuter ses aveux n'était qu'un enfant de 6 ans. Celui-ci n'avait jamais parlé de deux individus. L'enfant serait forcé d'identifier l'homme qui avait terrorisé sa famille lors d'une séance d'identification, à moins qu'Eddie Lawrence ne corrobore les déclarations de Rower. Les autorités accusèrent Eddie Lawrence de complot de meurtre, mais celui-ci refusa de confirmer ou de nier la déposition de Rower. La police de Cobb County avisa Fred Tokars qu'Eddie Lawrence et Curtis Rower avaient tous deux été formellement accusés du meurtre de sa femme. Il apprit la nouvelle lors d'un séjour chez les parents de Sarah en Floride, où il passait quelques jours à l'occasion du congé de Noël. Ses beaux-parents déclarèrent par la suite que bien que toute la famille ait exprimé son soulagement, ce ne fut pas le cas de Tokars. Il avait l'air déprimé. Les arrestations de Lawrence et Rower faisaient les manchettes. Tokars se trouvait par le fait même dans la mire des médias. Il refusa de faire le moindre commentaire. Comme la déposition du tueur à gages ne concordait pas avec les déclarations du fils de Tokars, on demanda à l'enfant de 6 ans de participer à une séance d'identification. Tous correspondaient à la description qu'il avait donnée du meurtrier de sa mère. Les détectives lui dirent de prendre le temps qu'il lui fallait avant d'arrêter son choix. Mais ce fut inutile.
L'enfant était trop jeune ou alors il avait eu trop peur pour se rappeler le visage du tueur. Quand on tenta de joindre Fred Tokars en Floride pour le mettre au courant, il avait disparu. Fred avait quitté sa belle famille pour retourner à son hôtel. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Le lendemain matin, ils l'ont appelé pour le réveiller, mais n'ont eu aucune réponse. Inquiet, le père de Sarah se rendit en vitesse à l'hôtel de Tokars. Celui-ci avait avalé une poignée de somnifères à l'aide d'une bière. La gérante de l'hôtel s'empressa de faire venir une ambulance. Apparemment, il a tenté de s'enlever la vie après avoir entendu dire qu'Eddie Lawrence, son associé, avait été arrêté pour le meurtre de sa femme. Le père de Sarah trouva alors un mot écrit de la main de Fred Tokars sur la table à côté de son lit. Dans cette chambre d'hôtel, il avait rédigé une longue lettre confuse où il s'excusait de la douleur que son style de vie avait causée à sa famille. Il disait que Sarah était une femme merveilleuse. Après avoir rédigé cette lettre la veille de Noël, Fred Tokars avait avalé une poignée de somnifères pour mettre fin à ses jours. Il gisait dans son lit et respirait à peine. S'il mourait, on ne saurait peut-être jamais la vérité sur le meurtre de sa femme. À la fin de décembre 1992, Fred Tokars, l'avocat réputé d'Atlanta soupçonné d'avoir comploté de tuer sa femme, gisait dans son lit d'un hôtel de Floride après avoir avalé des somnifères. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il fut réanimé. Quand on lui donna congé, il tint une conférence de presse. Il déclara au public qu'il traversait une période dépressive et que les médias lui rendaient la vie difficile. Il ajouta qu'il avait choisi de s'installer en Floride pour échapper à l'attention des journalistes. Mais il croyait que justice serait bientôt faite. Le FBI était du même avis que lui. Les enquêteurs avaient l'intime conviction que Fred Tokars, par l'entremise de son associé Eddie Lawrence, avait engagé un tueur pour assassiner sa femme Sarah. Ils décidèrent de faire accuser Tokars en vertu des lois contre les rackets, le RICO. Ainsi, avant de prouver qu'il avait fait tuer Sarah pour l'empêcher de dévoiler ses activités illégales, on devrait faire la lumière sur ses activités. Le RICO s'attaque essentiellement à la conspiration de plusieurs individus qui commettent, parfois isolément, toutes sortes de crimes qui contribuent au profit du groupe criminel, lui permettant de continuer à exister et à être lucratif. Un grand jury fédéral désigna Tokars comme un conspirateur dans l'affaire du meurtre de sa femme. Même si Eddie Lawrence, l'associé de Tokars, était resté silencieux après plusieurs mois de prison, les enquêteurs espéraient que cette déclaration publique du grand jury l'encouragerait à parler enfin contre Tokars. Peu de temps après, le bureau du procureur d'Atlanta apprit qu'Eddie Lawrence était prêt à passer à table en échange d'une peine réduite. Pour cette déposition tant attendue, les enquêteurs trouvèrent un endroit isolé en Géorgie qui serait surveillé du haut des airs par hélicoptère. L'agent Jeff Dalman de la brigade des stupéfiants faisait partie de l'équipe qui devait s'assurer que tout irait bien.
Nous nous sommes rendus sur les lieux avant l'arrivée de Lawrence. Nous avions tenu cet endroit top secret. Les seules personnes qui savaient où nous le gardions étaient les gens du service de police de Cobb County. À ce moment-là, Lawrence était notre témoin clé dans cette enquête, et sa sécurité était primordiale pour nous tous. Dans une maison transformée en place forte, Eddie Lawrence déclara aux enquêteurs que Tokars et lui n'étaient pas que partenaires dans le domaine de la construction, mais qu'ils étaient également impliqués dans le blanchiment d'argent. Lawrence raconta en détail à l'agent du FBI Michael Twible comment leur système fonctionnait. Tokars lui avait demandé de solliciter des vendeurs de stupéfiants dans les diverses boîtes de nuit et de leur offrir de blanchir leur argent. Bientôt, il a impliqué Eddie Lawrence dans de nombreuses entreprises. Lawrence devait sa prospérité à Tokars. Mais il devait également 70 000 $ à l'avocat en dette d'affaires. Fred Tokars a rencontré Eddie Lawrence et lui a dit que Sarah avait l'intention de divorcer et de tout lui prendre. Il avait la ferme intention de ne pas la laisser faire. Comme il ne comptait pas la laisser le ruiner, il voulait qu'elle meure. Lawrence commença par refuser. Même s'il avait commis des crimes relatifs au commerce de drogue, il n'avait jamais été impliqué dans un meurtre. Lawrence lui aurait répondu « Laissez avoir la maison, les enfants et les voitures ». Tokars aurait rétorqué « J'ai travaillé trop fort pour la laisser avoir tout ça ». Selon Lawrence, Tokars préparait le meurtre depuis plusieurs mois. Il avait d'abord prévu de la faire tuer dans son bureau, mais s'était ravisé en se disant que cela serait plus approprié de le faire à la maison. Tokars devait payer Lawrence 25 000 $ pour ce meurtre. Selon Lawrence, Tokars a demandé à ce que le meurtre ait lieu quand il serait à l'extérieur de la ville. Lawrence devait maquiller le meurtre en tentative de vol. Que tout ça ait lieu devant les enfants était une situation assez exceptionnelle. Mais Tokars aurait alors dit à Lawrence que les enfants finiraient par s'en remettre, qu'ils étaient jeunes et que de voir leur mère se faire tuer ne les dérangerait sans doute pas tant que ça. Lawrence reconnut qu'il était incapable de tuer une innocente femme et que c'était pour ça qu'il avait engagé Curtis Warrer. Après que celui-ci eut tué Sarah Tokars, Lawrence l'éloigna de la scène. Pour sa coopération dans le complot de ce meurtre, Lawrence écopa d'une peine d'emprisonnement de 12 ans et demi. Quant au tueur à gages, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tokars, lui, était toujours un homme libre. Tokars avait la garde de ses deux enfants. Au moment de l'enquête et jusqu'à son arrestation, nous avions peur qu'il ne leur arrive quelque chose. Tokars était conscient d'être surveillé. Les médias étaient toujours sur lui en Floride à ce moment-là. Il savait donc que des personnes épiaient ses moindres faits et gestes. Nous avons dû mettre un plan au point pour le faire sortir de chez lui et nous assurer que personne ne serait blessé lors de son arrestation. Comme Tokars détestait tout ce qui avait trait aux médias, les agents firent semblant d'être des journalistes dans l'espoir de l'attirer à l'extérieur et d'obtenir une réaction de sa part. Notre plan, c'était que Tokars sorte de chez lui et qu'il vienne nous parler, ce qu'il avait déjà fait avec d'autres personnes garées devant chez lui. Cela a fonctionné. Il a descendu les escaliers et appelé la police. Les policiers dépêchés sur les lieux étaient au courant de la ruse. Quand Fred Tokars sortit de chez lui pour porter plainte, il fut arrêté. Il appelait des non coupables des accusations portées contre lui.
Mais deux jurys distincts, l'un au niveau fédéral et l'autre à l'échelon de l'État, l'ont trouvé coupable de racket, de blanchiment d'argent, d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre et de meurtre. Il a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour avoir accordé plus d'importance à sa cupidité qu'à la vie de la mère de ses 2 enfants, il ne recouvrera jamais la liberté. Une petite communauté du Tennessee est secouée par la disparition d'une femme âgée très estimée. Plus les enquêteurs cherchent, et plus le mystère de sa disparition s'épaissit. La vérité commence lentement à émerger dans une direction complètement inattendue, alors que la police et le FBI essaient d'aider les habitants d'une petite ville à retrouver leur ami. Memphis, au Tennessee, le 7 août 1992. À 40 km de là, dans la petite ville de Eads, Alan Roberts, un prospère promoteur immobilier, rentra chez lui après le travail. La voiture de sa femme était dans l'allée, comme d'habitude, mais il fut surpris de trouver le courrier sur le véhicule. Son épouse, Doe Roberts, laissait toujours un mot quand elle sortait, mais cette fois-ci, elle n'avait rien laissé. Sur le comptoir de la cuisine, Alan trouva les médicaments que prenait Doe pour traiter son asthme. Or, elle emportait toujours son aérosol pour inhalation quand elle sortait. Il appela leurs meilleurs amis qui vivaient tout près. Bill, this is Alan. Have you seen Doe today? Has she been over there? De tous ceux à qui il parla, personne n'avait vu ni parlé à Doe. I'll tell you what, I'm gonna go out and look around the property for you. Do me a favor, call around and see if you can find her, okay? Roberts craignait qu'elle n'ait eu une crise d'asthme pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Il la chercha sur la propriété, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il se préparait à appeler la police quand le téléphone sonna. L'homme au bout du fil avait un accent asiatique. L'homme demanda une rançon de 100 000 $ en échange de Doe. L'homme ne lui indiqua pas où laisser l'argent et il raccrocha. Assommé, Alan appela immédiatement le bureau du shérif de Shelby County pour signaler la disparition de sa femme et aviser la police de l'appel du ravisseur. Une équipe de policiers et d'inspecteurs fut dépêchée à la maison. Roberts leur dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de son interlocuteur et qu'il ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à Doe. Pendant l'interrogatoire, les agents du bureau du FBI de Memphis arrivèrent. Eads est situé à 50 km de la limite entre l'Arkansas et le Mississippi. Si quelqu'un emmenait Doe dans un autre État, la responsabilité de la retrouver incomberait au FBI, car le transport d'une victime d'un État à l'autre est un crime fédéral. Roberts déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient tous les matins depuis 43 ans. Vers 10 heures, Alan partit rencontrer un client potentiel venu de l'extérieur qui s'intéressait à l'une de ses propriétés. Le client, un certain Sam Wagner,
avait appelé la veille pour prendre un rendez-vous et visiter la propriété à 10h30 ce matin-là. Roberts déclara qu'il avait attendu pendant plus d'1 heure, mais que Sam Wagner ne s'était jamais présenté. Il avait passé le reste de l'après-midi à étendre des rouleaux de gazon sur le terrain d'une autre de ses propriétés. Les enquêteurs devaient vérifier la maison pour voir s'il n'y avait pas d'indices. Roberts leur montra l'aérosol de Doe et déclara que, sans lui, elle pourrait mourir si elle était victime d'une crise. Les policiers devaient la retrouver au plus vite. Ils se mirent à la recherche de traces d'entrée par effraction en vérifiant toutes les fenêtres et les portes. Rien ne semblait suspect. Certaines personnes quittent volontairement le foyer, mais elles maquillent les lieux pour faire croire à un enlèvement. Les policiers vérifièrent la chambre de Doe. Ses valises et tous ses vêtements se trouvaient toujours là, de même que ses objets de valeur. Elle ne semblait donc pas partie de son plein gré. Si quelqu'un l'avait enlevée, un indice laissait supposer que cela s'était produit à l'extérieur, comme en témoigne l'agent spécial Joanne Overall du FBI. Alan Roberts avait trouvé du courrier dans l'allée. Ces lettres n'avaient jamais été apportées dans la maison. Il en avait déduit que sa femme était allée à la boîte aux lettres et qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer. Elle avait laissé le courrier là où on l'avait trouvé. À partir de l'allée, les policiers commencèrent des recherches méthodiques en quadrillant les 60 hectares de la ferme pour découvrir ce qui était arrivé à la femme de 65 ans. Malgré les nombreux efforts des équipes de recherche, on ne trouva rien. Le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux indices serait d'attendre un autre appel du ravisseur. On a surveillé les appels que recevait Alan Roberts tout de suite après l'enlèvement. Avec son accord, on a branché une enregistreuse sur son téléphone au cas où le ravisseur le rappellerait. Tous les appels seraient retracés. Si l'homme à l'accent asiatique rappelait, le FBI serait prêt. Plus tard le même soir, le téléphone sonna. Il provenait d'une cabine téléphonique à proximité. Des policiers se rendirent à l'endroit d'où provenait l'appel. Il semblait bien qu'il s'agissait de l'homme qui avait appelé plus tôt. Il déclara que Doe était en sécurité et qu'il savait que les autorités écoutaient l'appel. Roberts déclara que le ravisseur lui avait ordonné de retirer le ruban de l'enregistreuse et de le détruire dans l'allée de la maison. L'équipe changea rapidement la cassette pour une cassette vierge. Il n'y avait alors aucun policier à l'extérieur. Quand les agents de police de Shelby County arrivèrent au téléphone public, il n'y avait personne. L'homme qui avait fait l'appel était parti. À l'aube, les enquêteurs étendirent leurs recherches à la ville entière de Eads, demandant aux amis et aux voisins de Doe quand ils l'avaient vu pour la dernière fois ou s'ils avaient vu quelque chose d'anormal le jour de sa disparition. Personne ne se rappelait avoir vu ni entendu Doe ce jour-là. Un voisin déclara aux enquêteurs qu'il avait remarqué une certaine tension entre Doe et Alan à l'église, plus tôt dans la semaine. Mais on ne trouva aucune piste solide. La nouvelle de l'enlèvement se propagea et les chaînes de télévision s'emparèrent de l'histoire. Joe Birch, de WMC-TV à Memphis, parla de la réaction de la petite ville suite à la disparition de Doe.
Beaucoup de gens croyaient que le coupable était quelqu'un de l'extérieur parce que tous ces gens fréquentaient la même église. Ils organisaient des soirées et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils avaient investi beaucoup d'énergie dans cette petite communauté et ils évitaient le centre-ville de Memphis, un endroit dangereux selon eux. À mon avis, les habitants de Eads croyaient que le crime avait été commis par quelqu'un de l'extérieur. Mais il y avait tout lieu de se demander comment un inconnu aurait pu passer inaperçu à Eads. La première journée de l'enquête se terminait et l'agente Overall était de plus en plus inquiète. Les 24 heures qui suivent un enlèvement sont cruciales. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver la victime en vie diminuent. Le deuxième jour, des habitants de la ville se réunirent pour montrer leur soutien et pour prier pour le retour de Doe. Pendant que la ville de Eads était en prière, les enquêteurs, eux, tournèrent leur attention vers le suspect le plus vraisemblable. Dans un cas comme celui-ci, nous commençons toujours par interroger la famille. Et à partir de là, nous agrandissons peu à peu notre champ de recherche. On devait commencer par le mari, Alan Roberts. Il était possible qu'il s'en soit pris à Doe et qu'il se soit ensuite servi d'un complice pour faire les appels. Il est toujours pénible pour les membres de la famille de se faire considérer comme des suspects. Les autorités durent demander au mari, fou d'inquiétude, de se soumettre au détecteur de mensonges. Alan ne s'attendait pas à cette enquête, mais il accepta. Le polygraphe mesure les réactions physiologiques d'un sujet lors d'un interrogatoire. D'abord, le sujet parcourt toutes les questions pour ne pas être surpris lors de l'examen. Bien qu'on l'appelle communément un détecteur de mensonges, le polygraphe ne décèle pas les mensonges. Il détecte toutefois les réactions caractéristiques des gens qui mentent, comme l'accélération de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle et de la transpiration. Même si les résultats de cet examen sont rarement recevables en cours, beaucoup d'enquêteurs croient que le polygraphe leur permet de savoir dans quelle direction orienter leurs recherches. L'examinateur posa à Roberts des questions qui n'étaient pas reliées à l'affaire afin de mesurer ses réactions lorsqu'il disait la vérité. Il lui posa ensuite des questions sur sa relation avec Doe et sur les événements le jour de sa disparition. L'examinateur analysa ensuite le graphique obtenu pour déterminer si Roberts avait menti en répondant à certaines questions sur l'affaire. Il en conclut qu'Alan Roberts avait dit la vérité en répondant à toutes les questions. Alan était convaincu que c'était terminé. Mais les agents savent que les résultats de ces examens ne sont pas toujours exacts. On ne pouvait pas encore l'éliminer de la liste des suspects. Pour vérifier l'alibi de Roberts, le FBI voulait retrouver Sam Wagner, l'homme qu'il devait rencontrer le matin de l'enlèvement de Doe. On s'est dit que ce Sam Wagner était peut-être venu dans la région après avoir entendu parler de la situation financière des Roberts et qu'il avait enlevé Doe parce qu'ils étaient riches. Les agents fouillèrent dans les bases de données du FBI ainsi que dans les dossiers de la Régie des véhicules à l'échelle du pays à la recherche de quiconque du nom de Sam Wagner. Les agents du FBI de plusieurs États interrogèrent des hommes de ce nom, mais chacun d'eux fut rayé de la liste des suspects. On a commencé à avoir des soupçons sur Alan Roberts quand on a vu qu'il était impossible de retrouver ce Sam Wagner. Il nous est alors apparu vraisemblable que Roberts ait été l'instigateur de cet enlèvement. Si Alan s'en était pris à sa femme, peut-être trouverait-on un indice dans les relevés téléphoniques et bancaires du couple.
Mais tout ce que les enquêteurs découvrirent ne faisait que confirmer le fait que le couple menait une vie normale dans une petite ville. Il n'y avait eu aucun contact avec un individu suspect et rien n'indiquait que Doe avait dépensé de l'argent après le c'est-tout. On n'avait plus de pistes à explorer. On finit par en déduire que Doe Roberts était morte. Après environ 2 ou 3 semaines sans retrouver la victime, on en est venu à croire qu'il s'agissait probablement d'un homicide. J'ai demandé, par le biais de mon superviseur, que l'on mène cette enquête conjointement avec le bureau du shérif de Shelby County. S'il s'agissait d'un meurtre, le procès aurait lieu à la cour de l'État. L'équipe retourna chez les Roberts. La seconde fois qu'on a fouillé la propriété d'Alan Roberts, on l'a fait davantage dans l'optique de recherche judiciaire. On a cherché des éclaboussures de sang dans la maison et la grange. Roberts fut coopératif. Il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait. Les techniciens judiciaires du FBI et du bureau du shérif examinèrent tous les bâtiments à la recherche de traces d'un meurtre, d'un nettoyage intensif ou d'un corps. Ils recueillirent également des cheveux et des fibres de tapis dans la camionnette d'Alan pour les comparer à tout indice que l'on pourrait éventuellement trouver. Ces recherches éreintantes prirent 2 grosses journées. Alan Roberts était de plus en plus frustré de voir les autorités dépenser autant d'énergie sur lui. Il était épuisé. Et pendant ce temps, le ravisseur courait toujours en liberté. En 1992, le bureau du shérif de Shelby County et le bureau du FBI de Memphis fouillaient la ferme d'Alan Roberts et ses bâtiments à la recherche d'indices corroborant la thèse de l'assassinat de sa femme. Roberts était soumis au détecteur de mensonges et l'on n'avait trouvé aucune trace de sang sur sa propriété. On ne disposait d'aucun autre suspect et les enquêteurs détenaient des preuves indirectes qui mettaient Roberts en cause. Même si plusieurs personnes avaient vu Roberts ce jour-là, leur témoignage ne couvrait qu'une période de 5 heures. Autrement dit, Roberts avait eu amplement le temps de se débarrasser d'un cadavre. Le présentateur de nouvelles Joe Birch avait remarqué l'apparente froideur de Roberts quand il avait couvert cette histoire. Quand votre femme disparaît, on s'attend à ce que vous soyez bouleversé. Mais ça n'a pas été le cas avec Alan Roberts. Il était calme, voire serein et sans détour. On ne l'a pas vu pleurer ni manifester d'émotion comme c'est le cas d'habitude lors d'un enlèvement. En septembre, l'homme à l'accent asiatique refit surface, déclarant qu'Alan était mêlé à cette affaire. Le ravisseur s'est mis à appeler les habitants de Eads, déclarant que Doe Roberts était toujours en vie. Lors de ces appels, il a indiqué qu'Alan avait participé au complot pour faire enlever sa femme. C'était extrêmement décevant parce qu'il ne disait jamais où laisser l'argent. Tous les appels avaient été faits dans un rayon de quelques kilomètres de la maison de Roberts, ce qui était risqué de la part du ravisseur, compte tenu de tout le brouhaha qu'avait créé l'affaire au sein de la petite communauté. Cette audace laissait présumer que le ravisseur vivait dans les environs, que sa présence ne paraissait pas étrange et qu'il se croyait hors d'atteinte des enquêteurs. Résolu à faire avancer l'affaire, Alan Roberts prit les choses en main en offrant une récompense en échange du retour de Doe saine et sauve. Il annonça alors qu'il débranchait le matériel du FBI de son téléphone afin que le ravisseur puisse l'appeler. Le 8 octobre 1992, soit 2 mois après la disparition de Doe, le ravisseur rappela Alan Roberts. Il lui demanda de se rendre au téléphone public d'une station-service à environ 2 km de chez lui. Roberts se rendit rapidement sur place. Une fois encore, il était seul et aucun témoin ne pourrait corroborer ses dires.
Le téléphone sonnait déjà quand il arriva. Il espérait retrouver sa femme. Hello? Hello? L'homme à l'accent asiatique déclara que Doe était toujours en vie et qu'elle se trouvait avec lui. Il demanda à Roberts de lui donner le nom d'un intermédiaire en qui il avait confiance et que le ravisseur pourrait contacter. Somebody at the church. What do you mean, somebody at the church? Roberts lui mentionna le nom de Charles Lord, un dirigeant dans la communauté paroissiale et un bon ami de la famille. L'homme au bout du fil déclara qu'il lui donnerait bientôt des consignes à propos de la rançon. Listen, can I talk to Doe? Let me talk to Doe. What? Hello? Hello? Il raccrocha. Charles Lord, l'homme dont Roberts avait donné le nom au ravisseur, était le trésorier de la paroisse. Au nom d'Alan Roberts, il demanda publiquement au ravisseur de l'appeler pour lui donner les consignes sur le dépôt de la rançon. Tous voulaient revoir Doe. Le ravisseur appela Charles Lord ainsi que d'autres habitants de Eads, mais il ne donna aucun détail sur l'échange éventuel. En novembre, Charles Lord demanda aux enquêteurs de venir chez lui. L'agent spécial Joanne Overall espérait obtenir enfin quelque chose sur le ravisseur. Charles Lord a déclaré que tard dans la soirée, il avait entendu une voiture s'arrêter devant chez lui. Il s'est rendu à sa boîte aux lettres où il a trouvé une enveloppe. C'était une demande de rançon du ravisseur. Les enquêteurs se réjouissaient enfin d'avoir un indice en main. Des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres sur la lettre pourraient constituer un lien avec le ravisseur. Malheureusement, quand on leur remit la lettre, certains indices avaient été contaminés. Charles Lord a pris cette lettre et il l'a montrée à plusieurs personnes avant de nous appeler et de nous la remettre. Il y avait donc beaucoup d'empreintes digitales sur la lettre quand on l'a eue. Les experts du labo examinèrent les empreintes pour découvrir qu'elles provenaient toutes de Lord et des personnes qui avaient regardé la lettre après lui. Rien qui pouvait mener au ravisseur. Le message ne leur fournit guère plus d'indices. Le montant de la rançon avait diminué, mais on n'avait toujours aucune directive quant à l'endroit où l'on devait la laisser. Le ravisseur prenait un malin plaisir à déjouer la police. Au cas où il rappellerait Lord de nouveau, les agents lui tendirent un piège. Notre bureau a établi une surveillance de sa boîte aux lettres à l'aide d'une caméra cachée dans une cabane d'oiseaux près de la boîte. Ainsi, si le ravisseur laissait une autre lettre, on capterait son image sur vidéo. Les agents installèrent également un système d'écoute et d'enregistrement sur la ligne téléphonique de Lord. On n'avait toujours pas trouvé de preuves concrètes de l'implication d'Alan Roberts, mais un nouveau suspect semblait se dessiner. Charles Lord jouait un rôle actif au sein de l'enquête et il s'arrêtait souvent au bureau du shérif pour vérifier les progrès de la police. Les policiers se mirent à le soupçonner. À cause de son intérêt marqué pour l'affaire et la nature étrange des appels qu'il disait recevoir du ravisseur. Charles Lord a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels du ravisseur. Il a aussi affirmé qu'il avait parlé à Doe Roberts. Or, tous ceux qui avaient parlé au ravisseur n'avaient jamais pu parler à Doe Roberts. Les agents ne purent jamais entendre les enregistrements de ces appels. Chaque fois que le ravisseur appelait, il semblait que notre équipement avait lâché. Au cours de la semaine suivante, Lord signala avoir reçu une nouvelle demande de rançon ainsi que le foulard de Doe dans sa boîte aux lettres. Les agents ne trouvèrent aucun indice sur ces objets.
Ils espéraient toutefois avoir capté l'image du ravisseur à l'aide de la caméra. Au visionnement, ils virent le postier venir à plusieurs reprises, mais quand vint le moment du ravisseur, l'image disparut. Quand on a vu que le matériel installé chez Charles Lord avait encore fait défaut, je me suis dit que nous avions vraiment du matériel de mauvaise qualité. Mais il a bientôt été évident que quelqu'un l'avait brisé. Et les agents soupçonnaient Charles Lord. C'est alors que le mari de la victime, Alan Roberts, déclara avoir eu une rencontre très étrange avec Lord. La veille au soir, au centre communautaire de Eads, Lord l'avait sommé de venir le rencontrer en privé. Alan fut surpris quand son ami lui proposa son aide pour retrouver Doe en échange d'un montant d'argent. Selon Alan Roberts, Charles Lord lui avait parlé des contacts qu'il entretenait avec le monde interlope. Il lui fournirait des informations moyennant un montant d'argent. Alan m'a également dit que Charles Lord avait une arme sur lui au moment de cette rencontre. À n'en pas douter, Lord était mêlé à cette affaire. Mais les soupçons des enquêteurs ne suffisaient pas. Ils devaient trouver des preuves. Le 4 mars 1993, 7 mois après la disparition de Doe, l'affaire connut un autre rebondissement. Le présentateur Joe Birch de Memphis reçut un appel à son bureau. Je n'avais jamais enregistré une conversation téléphonique auparavant, mais j'ai décidé que cette fois-ci, je le ferais. Cet appel a provoqué un déclic dans ma tête. Je me suis dit que cet individu était peut-être celui qui avait fait tous ces appels dans l'affaire Doe Roberts. Je l'ai gardé au bout du fil le plus longtemps possible. Birch s'entretint avec l'homme à l'accent asiatique en essayant d'obtenir des détails sur son identité et sur ce qui était arrivé à Doe. Quand Birch tenta de fixer un rendez-vous pour laisser la rançon, l'homme raccrocha. J'ai apporté l'enregistrement dans le bureau de mon patron. On a aussitôt appelé le FBI et le bureau du shérif de Shelby County. Les enquêteurs accordèrent à WMC-TV la permission de diffuser l'enregistrement. Cela fonctionna. Le ravisseur appela de nouveau. Il était mécontent de la diffusion de l'appel et il exigea des journalistes qu'ils cessent de couvrir l'affaire. Mais cette fois-ci, Joe Birch parvint à lui faire quelque chose que personne n'était arrivé à faire avant lui, fixer un rendez-vous pour remettre la rançon. Les agents et les inspecteurs du bureau du shérif mirent le lieu de rendez-vous sous surveillance, prêts à mettre la main au collet du ravisseur qui leur échappait depuis si longtemps. Obéissant aux directives, un reporter de WMC-TV se rendit au lieu de rendez-vous avec 80 000 $ en argent liquide. Tous les agents attendaient, pleins d'espoir. Mais le ravisseur ne se montra pas. Quelques semaines s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en juin 1993, le ravisseur organisa un autre rendez-vous. Il appela deux neveux de Doe et leur demanda d'apporter la rançon à un motel de la région. Bientôt, l'insaisissable ravisseur referait surface. En juin 1993, les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Doe Roberts mirent un motel de Eads sous surveillance. L'agent spécial Joanne Overall faisait partie de l'équipe de surveillance. Les neveux de Doe Roberts ont reçu un appel du ravisseur et ils ont fixé ensemble un rendez-vous pour lui remettre la rançon.
Leur ravisseur leur a dit de se rendre à une chambre de motel, ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi appelé le FBI. Ils devaient attendre un appel téléphonique ou rencontrer quelqu'un. Des policiers avaient été incapables de repérer Charles Lord ce soir-là. Pendant que l'équipe d'agents surveillait le motel, un homme s'approcha. C'était Lord. Il se rendit à la chambre de motel louée par les neveux de Doe. Charles Lord a dit au neveu de Doe Roberts qu'il avait reçu un appel du ravisseur lui demandant de recueillir l'argent. Ensuite, le ravisseur devait l'appeler lui pour lui dire où laisser la rançon. Mais les neveux refusèrent d'obtempérer. Ils lui dirent qu'ils ne transigeraient qu'avec le ravisseur. Les enquêteurs croyaient pour leur part que c'était pourtant le cas. C'était le seul individu qui avait déclaré avoir reçu un appel du ravisseur pendant lequel il avait parlé à Doe Roberts. Et maintenant, il venait à ce rendez-vous pour recevoir l'argent. On n'avait alors malheureusement pas assez d'indices pour procéder à son arrestation. Les enquêteurs en profitèrent toutefois pour concentrer leurs efforts sur Lord. Ils se mirent à la recherche d'un mobile pour cet enlèvement en obtenant l'autorisation d'examiner ses relevés financiers. On a examiné les relevés pour voir s'il avait contracté des prêts. On voulait savoir dans quel état étaient ses affaires financières. On a alors constaté que Lord devait beaucoup d'argent à plusieurs banques. C'était des sommes d'argent substantielles. En outre, comme il n'arrivait pas à les rembourser, il avait déclaré faillite. Ces preuves indirectes permirent aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Lord. À la fin du mois de juin, les enquêteurs purent examiner tous les documents financiers de Lord. Certains dossiers indiquaient qu'il avait des antécédents criminels. Il avait détourné 150 000 $ du Memphis Depot où il travaillait avant de se retirer quelques années plus tôt. Il avait également détourné environ 70 000 $ de l'église de Eads qu'il fréquentait. Lord était trésorier de l'église et avait donc accès aux comptes bancaires de la paroisse et aux donations en argent liquide. Malgré ces découvertes, toutefois, les enquêteurs ne disposaient toujours pas de preuves formelles qu'il avait enlevé quelqu'un. On n'avait rien pour l'accuser de l'enlèvement et du meurtre de Doe Roberts. C'était important d'obtenir des aveux de Charles Lord parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Un des agents qui travaillait sur l'affaire avait appris à dresser le profil psychologique des criminels. Après analyse des faits et gestes de Lord, il esquissa un profil de son comportement qui devrait être utile pour obtenir ses aveux. Selon lui, Lord était un manipulateur, un menteur compulsif qui croyait que personne ne pouvait l'atteindre. L'agent croyait que la seule façon de remporter la bataille contre le suspect serait de gonfler son ego à bloc. Le plan consistait à convoquer Lord à un interrogatoire et à lui laisser croire qu'on disposait de plusieurs indices sur lui à la suite d'une importante enquête qu'on faisait depuis plusieurs mois. Les agents remplirent plusieurs boîtes de faux indices pour convaincre Lord qu'il n'était pas au-dessus de tout soupçon. Puis, le 25 août 1993, au bureau du FBI de Memphis, ils rencontrèrent Lord et son avocat. Pendant l'interrogatoire, je pouvais voir Charles Lord examiner ses boîtes et s'imaginer que nous le surveillions depuis bien plus longtemps qu'il ne le croyait. Il est alors devenu très nerveux. La tactique du FBI sembla porter fruit. Lord finit par reconnaître qu'il avait fait certains des appels pour la rançon. Il ajouta qu'il l'avait fait pour le bien de Doe, dans l'espoir que les policiers n'abandonneraient pas l'enquête. Mais il nia avoir joué un rôle dans son enlèvement. Les enquêteurs qui sentaient qu'il était à deux doigts de céder sous la pression lui firent une offre.
Les agents de nos bureaux, de même que l'inspecteur de Shelby County, lui ont dit que s'il acceptait de se soumettre au détecteur de mensonges et qu'il réussissait son examen, son nom serait rayé de la liste des suspects. Toutefois, s'il l'échouait, il devrait accepter de subir d'autres interrogatoires relativement à l'enlèvement. Il accepta. Après avoir posé plusieurs questions à Lord pour évaluer ses réactions quand il disait la vérité, l'examinateur lui posa des questions sur Doe, notamment s'il était mêlé à son enlèvement. Did you harm Doe Roberts? À la fin de l'examen, l'expert conclut que Lord avait menti. Même si ces résultats n'étaient pas recevables en cours, il permettait aux autorités d'interroger le suspect de nouveau. Les agents du FBI et les inspecteurs du bureau du shérif de Shelby exercèrent de la pression sur Lord, qui était accompagné de son avocat. Il revenait sans cesse sur les résultats de l'examen polygraphique. Au début, il continua à nier d'être impliqué. Mais après quelques heures, les tactiques d'interrogatoire finirent par avoir raison de lui. Lord déclara qu'il était prêt à raconter ce qui était arrivé. Il dit qu'il avait besoin d'argent pour rembourser les prêts bancaires et pour rembourser l'argent qu'il avait volé à l'église. Il avait donc décidé d'enlever Doe et de demander une rançon en échange de sa liberté. Le 6 août 1992, il appela les Roberts en prétendant s'appeler Sam Wagner, un client intéressé par une propriété, et il prit rendez-vous avec Allen. Le lendemain, il savait qu'Allen l'attendrait sur le terrain de la propriété et il se rendit chez lui. Doe était en train de ramasser le courrier. Il savait qu'elle lui ferait confiance. Allen's been involved in an accident. Yeah, get in the car and I'll take you to him. Is he all right? Lord déclara aux enquêteurs qu'il avait prévu rendre sa liberté à Doe quand il aurait eu la rançon, mais qu'elle avait eu une crise cardiaque fatale dans sa voiture. Il ajouta que, pris de panique, il avait jeté son corps et son sac à main, mais il refusa de dire où. Les enquêteurs croyaient qu'il mentait, du moins quand il disait qu'il avait eu l'intention de remettre Doe en liberté, et peut-être aussi à propos d'autres détails. L'agent spécial Joan Overall savait qu'il devrait trouver le corps pour valider ses déclarations. On fit alors une offre à Lord. Charles Lord a accepté de nous indiquer où se trouvait le corps de Doe Roberts après nous avoir avoué qu'il l'avait enlevé. En échange, le shérif de Shelby County ne chercherait pas à le faire condamner à mort. Lord déclara qu'il avait jeté son corps dans la rivière Wolf. Cette rivière, au courant très paisible, qui parcourt 150 km dans le coin sud-ouest de l'État, se jette dans le Mississippi à Memphis. Lord déclara qu'il avait jeté le corps de Doe du haut d'un pont de Fayette County à environ 20 km de la maison des Roberts. Des plongeurs cherchaient le corps et le sac à main en commençant à 50 mètres en amont. C'est le lieutenant John Yancey de Shelby County qui menait les opérations de recherche dans les eaux sombres de la rivière. En tout, il y avait 21 plongeurs. La visibilité dans la rivière était quasi nulle. C'était des eaux complètement noires. Et dans ces eaux sombres vivent plusieurs sortes de serpents venimeux. Pour ajouter encore aux difficultés, le crime avait été commis 1 an plus tôt. Les restes humains seraient éparpillés et difficiles à trouver. Les équipes devaient poursuivre leurs recherches centimètre par centimètre, malgré une chaleur dépassant 43 degrés. Le deuxième jour, j'étais sur le pont quand une dame âgée est venue me trouver et m'a demandé de lui faire une faveur. « Je vais faire ce que je peux », lui ai-je répondu. Elle a dit « Je veux que vous trouviez quelque chose aujourd'hui pour qu'on puisse enfin faire notre deuil et enterrer Doe. » Après 3 jours entiers, les plongeurs avaient ratissé le lit de la rivière sur 800 mètres. Le corps ne pouvait pas être allé plus loin dans ces eaux peu profondes des basses terres.
J'ai dit à mon supérieur que, selon mon expérience, la victime n'était pas là. Si vous voulez qu'on continue à chercher, ai-je ajouté, il va falloir qu'on se rende jusqu'au Mississippi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas ici. Les enquêteurs commençaient à croire que Lord leur avait menti, mettant ainsi inutilement la vie des plongeurs en danger. L'agent spécial Overall affronta Lord à ce sujet. On a emmené Charles Lord sur le site des recherches. On lui a dit que les plongeurs mettaient leur vie en péril pour trouver le corps. Or, le cadavre ne semblait pas être là. Le suspect était à court de mensonges. Maintenant, il était prêt à dire aux enquêteurs ce qui était vraiment arrivé à Doe Roberts. Après 3 jours de recherche dans la rivière Wolf, au Tennessee, le chef de l'équipe de plongeurs John Yancey croyait que la dépouille de Doe Roberts, la victime d'un enlèvement, ne se trouvait pas dans la rivière. On avait fouillé partout et, avec mes quelques années d'expérience, j'étais persuadé qu'on aurait dû trouver quelque chose, soit des ossements, des articles de maquillage ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, si je me fie à mon expérience, elle n'est pas là. Les enquêteurs avaient mis Lord au pied du mur. Quand Lord eut compris que les policiers ne le lâcheraient pas tant qu'il n'aurait pas dit la vérité, il reconnut que Doe n'était pas morte d'une crise cardiaque dans sa voiture. Il déclara qu'il l'avait amenée chez lui et qu'il l'avait ligotée dans une chambre au-dessus du garage. Il ne pouvait plus laisser sa voisine partir. Il avait tenté de la tuer en lui administrant des somnifères. Quand il avait constaté que cela ne fonctionnait pas, il l'avait étouffée avec un oreiller. Il déclara qu'il l'avait enterrée sous un tas de compost dans son jardin. Il avait recouvert le corps de chaux et de ciment pour accélérer le processus de décomposition. Il fallait déterminer si Lord disait la vérité cette fois-ci et recueillir les indices pour donner enfin à la famille de Doe la possibilité de vivre un deuil en sachant ce qui lui était arrivé. Le bureau du shérif contacta le service d'anthropologie judiciaire de l'Université du Tennessee. Après avoir retiré plusieurs couches de feuilles et de compost, les experts se mirent à creuser. Le lieutenant Ronald Godwin de Shelby County supervisa les minutieuses fouilles. On utilise des pinceaux et des petites truelles, un peu comme le font les archéologues. On ne retire qu'une cuillerée de terre à la fois pour ne laisser passer aucun indice. On doit aussi s'assurer qu'on ne modifie pas ou qu'on ne détruit pas d'indices se trouvant avec le corps. Après 2 heures, les experts percèrent une couche de ciment et de chaux. Dans l'espace en dessous, ils trouvèrent un cadavre. La première chose qu'on a vue, c'était une main. Le reste du corps gisait sur le dos, le visage tourné vers le haut. Il fallut 17 heures pour exhumer complètement la dépouille. Ce que les enquêteurs découvrirent alors les surprit. La peau était intacte. Le corps était dans un tel état de conservation que nous aurions pu pratiquer toutes les analyses pour savoir si la victime avait été empoisonnée. On aurait pu relever les traces de ce qui l'avait tuée si elle avait été victime d'une agression sexuelle, par exemple. Il nous est apparu qu'en mettant de la chaux sur le corps, cela avait eu l'effet contraire à ce que Lord avait souhaité. Le corps était intact. Le détail le plus troublant était sans aucun doute la position de la main de cette femme de 65 ans. La seule chose qui était anormale dans sa position, c'était sa main. Elle se trouvait devant son visage, dans une position défensive, et ses doigts étaient écartés. Pour les enquêteurs, la victime n'était pas morte quand on l'avait enterrée. Elle était sans doute en vie et a tenté d'enlever le ciment avec sa main. Près d'1 an après la disparition de Doe Roberts, le FBI et Alan Roberts disposaient de preuves formelles. Le 19 octobre 1993, Charles Lord a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie plus 25 ans. Alan, le mari de Doe, a dû subir les soupçons des enquêteurs pendant plusieurs mois.
Mais quand la vérité a éclaté, il a pu enfin mettre Doe en terre. Il reste toutefois encore un défi à relever à Alan Roberts. C'est difficile de faire son deuil. J'essaie de ne plus penser à Charles Lord. Et je prie Dieu pour qu'il m'aide à lui pardonner. Je prie aussi Dieu pour qu'il veille sur Doe. Alan et Doe Roberts ont été mariés pendant 43 ans avant que la vie ne les arrache l'un à l'autre. Alan croit qu'un jour, il retrouvera Doe pour toujours.